Timontel 24. Vous êtes dans la caricature des socialistes, vous incarnez cette caricature du gaspillage. On va travailler pour rien, quoi, si ça continue. C'est un service qui risque de disparaître si on n'arrive pas à le produire à un coût différent. La honte de la région, vous êtes Il ne faut pas se comporter comme des goujats. Je n'accepte pas qu'on nous traite de demeurer. Moi, je n'emploie pas les mots du capitaine Haddock. Je me suis dit, il faut quand même que je mette les pieds dans le plat. Les élus, eux, s'augmentent de 20%. J'insiste là-dessus. C'est une provocation. Le chemin des écoliers fait le tour de mon village. On le prend. Au musée de l'école de Saint-Rémy, en Saône-et-Loire, rien n'a bougé depuis des décennies. On y fait la classe comme autrefois. On redresse, on se tient bien droit, Milo. Caché sous les noisetiers, mais après... Seule nouveauté, la leçon de géographie, version 2016. Qu'est-ce qui s'est passé récemment en ce qui concerne notre région? On va demander ça à Anaël. Le 1er janvier 2016, la Bourgogne s'est associée à la Franche-Comté. Très bien. Quel est le chef-lieu maintenant de cette région, cette nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté? Monsieur Garot. Le chef-lieu de la région Bourgogne-Franche-Comté est Dijon. Très bien. La région Bourgogne-Franche-Comté est peuplée de 2 821 814 habitants. Précisément. Très bien, monsieur Louis. « 4 janvier 2016, 9h du matin. On installe à la hâte la nouvelle enseigne du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Ambiance rentrée des classes pour les 100 conseillers régionaux. On le prend à tous les âges, le chemin des écoliers. À l'intérieur de l'enveloppe, vous allez trouver un plan de la salle avec votre nom Stabilo Bossé pour savoir où vous vous situez dans l'hémicycle. Voilà. Ensuite, je vous invite à rejoindre la galerie. On va vous prendre en photo, vous demander quelques renseignements. Et puis au bout de la galerie, vous trouverez un petit café. D'accord. La socialiste Marie-Guide Dufay arrive à son tour. Sa liste a remporté l'élection. Elle brigue aujourd'hui la présidence du nouveau conseil régional. En attendant le moment crucial du vote, elle suit le même parcours que les autres élus. Le plus difficile, c'est d'établir une relation avec eux, avec le sujet. Vous avez passé de bonnes fêtes? Je vous remercie. Souvent, ils ont du mal avec leur image des hommes politiques. Difficile, hein? Vous regardez dans l'objectif, vous ne regardez pas les caméras. Je regarde. Voilà, vous regardez dans l'objectif. Voilà. C'est dans cet hémicycle que se déroulera le vote cet après-midi. La présidente potentielle donne quelques consignes à son équipe. Il y a tellement de travail à venir qu'il faut rester cool pour faire les choses méthodiquement. Chaque chose en son temps. Chaque jour suffira sa peine si on veut faire du bon boulot. Bonne résolution de début d'année, être cool et solidaire. Jouer collectif. Ah oui, ce que j'étais en train de dire, se serrer les coudes. Et justement, les ennuis s'annoncent déjà. Le conseil régional compte 100 élus, dont 51 issus de la liste de Marie-Guide Dufay. Mais, dans cette majorité étriquée, les deux élus PRG du Parti radical de gauche veulent montrer leur indépendance. À commencer par Patrick Molino, croisé au détour d'un couloir. La bise de Nouvel An, même si on n'est pas d'accord sur tout. On n'est pas d'accord sur tout, mais je ne doute pas de votre capacité à réunir. Réunir sa majorité, elle va d'ailleurs en discuter avec les élus socialistes. Bonjour, bonne année. Ouais. Ça se passe comment là? Eh ben, ça se passe qu'on organise l'intendance.
le fonctionnement du groupe, les commissions. Les relations avec le PRG. Les relations avec le PRG. Et alors, ça se passe comment là? Bonjour à tous ceux que j'ai pas vus. Bonne année à tous. Vous avez repris des forces. Et on n'en apprendra pas davantage. Bon, je vous mets un bisou. Voilà, Devant tout le monde. Ça sera pour la presse. Et c'est le moment du vote. Les deux élus radicaux de gauche vont-ils jouer le jeu de la majorité? Majorité absolue requise 51 voix. Ont obtenu Marie-Guide Dufay 49, Sophie Montel 24. Il va être procédé à un deuxième tour de scrutin. La droite qui n'a présenté aucun candidat a voté blanc. Le groupe Front National a porté ses 24 voix sur Sophie Montel et comme les socialistes le craignaient, les deux élus PRG ont voté blanc. Première fissure dans le groupe majoritaire. Un deuxième tour a lieu. Dufay. Sans surprise, cette fois-ci. Marie-Guide Dufay 51, Sophie Montel 24. J'invite la nouvelle présidente à prendre la place à la tribune et je lui cède la présidence de l'Assemblée. Je suis bien contente de lui redonner sa place. La nouvelle présidente fixe les grandes orientations de son mandat. Je veux aussi m'adresser à tous les agents dont je perçois bien les questionnements, les inquiétudes, pour leur rappeler les engagements que j'ai pris de n'effectuer aucune mobilité géographique contrainte. Nous disposons en Bourgogne-Franche-Comté de nombreux gisements d'emplois dans des secteurs où nous incarnons l'excellence. C'est le cas dans le secteur de l'industrie où nous devons rester l'une des premières régions industrielles de France. Nous sommes aussi une grande région agricole qui dispose de ressources considérables qui font la renommée internationale de notre territoire. Il s'agit de développer des modes de transport plus collectifs en investissant sur la modernisation du service public ferroviaire. Je vous remercie. Rassurer les agents des deux ex-conseils régionaux, aider l'agriculture en crise, mettre sur des rails le développement économique et les TER. Allez, on commence notre voyage en Bourgogne-Franche-Comté. Mesdames, Messieurs, le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et SNCF vous souhaite la bienvenue à bord du TER Bourgogne à destination de Dijonville. Les transports pèsent lourd dans le budget régional. 225 millions d'euros sont consacrés au TER, les trains express régionaux. Le Conseil régional est autorité organisatrice des transports. Comprenez que c'est la collectivité territoriale qui doit mettre en place et financer les transports de voyageurs. Michel Neugnot, le premier vice-président du Conseil régional, est chargé, entre autres, des transports. Éric Sinotti, c'est le directeur de la SNCF de Bourgogne-Franche-Comté. Ces deux hommes se retrouvent sur la ligne Dijon-Beaune pour discuter de l'avenir des TER. Moi, je suis persuadé qu'on peut arriver à faire ça dans un prix raisonnable, sans augmentation, si on arrive à utiliser le personnel et des roulements peut-être totalement différents de ce qui était conçu avant. On fait vraiment des efforts très importants, à la fois en termes de matériel, puis à la fois en termes de ressources humaines, pour optimiser les choses et faire en sorte qu'on vous propose une offre qui soit commercialement plus attractive et qui soit financièrement mieux disant. Pour la région, c'est important. Les TER, c'est tout d'abord un maillage du territoire avec 603 gares et 500 trains qui transportent chaque jour 61 500 voyageurs. Dans ces TER, nous avons tout d'abord rencontré des gens heureux. Exemple ici, entre Besançon et Morteau. Qu'est-ce que vous en pensez de ce TER ?
Bah, il est agréable, il y a des prises, il fait bon. Bon, c'est bien, c'est propre. Au moins, ils sont propres, les trains sont propres, il n'y a pas de problème dans le train. Bien. Faire le trajet en voiture, peut-être un peu plus court, mais avec les routes, comme on voit là, avec la neige, c'est pas évident du tout en hiver. Bah moi le TER j'ai pas trop le choix vu que j'ai pas le permis, mais c'est bien, et puis pour le prix, enfin non, c'est cool. Changement d'ambiance en gare de Montbard. Ce matin d'août, des voyageurs attendent le 6h07. Départ initialement prévu à... Il est en retard. Ils vont travailler à Paris. Montbard-Paris, 243 km tous les matins et tous les soirs. Ici, comme dans d'autres TER, les retards représentent la première cause de mécontentement. Encore hier, le train a eu plus d'1 heure de retard en retour, 1h15 exactement. C'est vraiment aléatoire. Non, c'est vrai que les retards, on y est habitué, il faut s'y habituer. Je suis ici par exemple à 5 minutes de retard. Le contraire m'aurait surpris. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. On est déjà à 91% de TER qui arrivent à l'heure tous les jours en Bourgogne-Franche-Comté. Un peu plus en Franche-Comté, un peu moins en Bourgogne, mais on est sur des niveaux de régularité très satisfaisants par rapport à la moyenne des transports en France. 91%, ça vous suffit? C'est jamais assez. L'objectif qu'on s'est donné, c'est d'essayer de tangenter progressivement les 94-95%. La SNCF va mettre en place un nouveau calcul. Elle comptera non seulement le nombre de trains en retard, mais aussi le nombre de voyageurs concernés. Autre source de mécontentement, le coût. Ça vous coûte combien à l'année de faire Montbard-Dijon? Moi, je prends au mois 129 €, je crois. Bah, ils sont chers, toujours, hein. Toujours trop chers. Là, on a pris un pass, donc c'est 32 € l'aller pour nous trois avec le chien. Et puis sinon, comme on a fait sur 3 jours, on a fait 2 fois 32 €, donc ça fait quand même 64 €. Ça fait cher pour ça quand même. Ça fait un peu cher pour 25 € pour 90 km. Ça reste cher, mais on est remboursé à 50% par l'entreprise, donc ça joue. Et encore, les voyageurs ne paient pas ce que leur trajet coûte réellement. Il faut bien comprendre que c'est un service public conventionné où le prix du billet représente en moyenne, maintenant sur la Bourgogne-Franche-Comté, que 28% du coût du service que l'on a à assumer. Et tout le travail que l'on veut à l'avenir, à travers la liberté tarifaire, à travers l'expérimentation d'ouverture de certaines lignes à concurrence, à travers un nouveau mode de production que la SNCF s'engage à faire, ce que l'on veut, c'est faire en sorte qu'on ait réellement une bonne adéquation entre le prix payé par l'usager et le service rendu. Mesdames, messieurs... C'est l'enjeu, faire mieux, plus compétitif. En 2023 au plus tard, le marché s'ouvrira à la concurrence. Des trains privés, la région y pense. Elle pourrait mettre en concurrence SNCF et entreprises privées sur quelques lignes. Alors vous considérez qu'avec la région, c'est un rapport de force ou c'est un partenariat? C'est une co-construction, c'est obligatoire, puisqu'on a quand même des intérêts convergents. Il y a des moyens qui sont mis pour le service public ferroviaire et on se sent responsable de cet argent public qui est versé à la SNCF pour exploiter les TER, parce que ces poches ne sont pas extensibles, et donc on doit travailler de façon plus efficace. On fait des crochets courts, par exemple, c'est-à-dire que le personnel, il ne reste pas 1 heure ou 2 heures entre 2 trains, mais il arrive à Besançon, et dans la demi-heure qui suit, il peut repartir à Dijon. On optimise, comme on dit, les roulements. Et ça passe au niveau des syndicats? Je crois que les cheminots sont conscients que quand on développe le ferroviaire, il faut qu'ils apportent leur contribution. Et leur contribution, c'est de revoir leur organisation, être plus longtemps en cabine ou à bord pour les contrôleurs, parce que c'est là qu'ils sont plus productifs. On ne peut plus continuer comme par le passé parce que c'est un service qui risque de disparaître si on n'arrive pas à le produire à un coût différent.
Michel Neugnot a bien raison de s'inquiéter. À la SNCF, cette mutation risque de provoquer quelques réactions sociales. Le Conseil régional de Bourgogne, Franche-Comté et SNCF espère que vous avez effectué un agréable voyage et vous souhaite une bonne fin de journée. Autre mouvement d'inquiétude dans les 2 anciens sièges des conseils régionaux. Cette fusion Bourgogne-Franche-Comté stresse les personnels. D'ailleurs, seuls les responsables syndicaux ont accepté de parler devant la caméra. Ah, salut, t'es là. Ah bah t'es arrivé, t'as réussi. Au début de son discours, la nouvelle présidente a voulu rassurer les agents de Dijon et de Besançon. Un petit café, un petit thé. Un petit café. Plus de 4000 agents travaillent pour la région, dont 3118 comme personnel de service dans les lycées, 550 au siège à Dijon, 450 à celui de Besançon. Et dès l'annonce de la fusion, une longue période d'incertitude a débuté pour eux. Ah mais de toute façon, ce qu'on constate, moi je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais en tout cas c'est que 100% disent qu'ils sont plus angoissés qu'avant les vacances, à la première question. Oui, nous c'est pareil. C'est ce qu'a dit le médecin du travail d'ailleurs, la dernière fois, au CHSCT. C'est ce qu'on peut confirmer. La CFDT a distribué un questionnaire aux agents pour connaître leur état d'esprit. Un truc rigolo quand t'avais demandé, tu es pour faire les nuages de mots. L'état d'esprit, c'est confusion, incertitude, aucune visibilité. Moi c'est opacité, incertitude, incertitude, attente, fin d'une époque. Oui, c'est un changement d'époque pour eux, avec de véritables bouleversements dans leur travail. Certes, la présidente a dit pas de mobilité géographique forcée, mais que ça veut dire aussi qu'ils seront peut-être obligés de changer de métier s'ils ne veulent pas bouger, quoi. Quelle est l'ambiance ? L'ambiance, elle est très silencieuse, avec une espèce d'angoisse silencieuse, parce que finalement, chacun se dit... faut pas que j'en dise trop, il faut que je me présente sous mon meilleur jour. Ces fonctionnaires ont déjà subi des réformes, mais cette fois-ci, c'est leur statut qu'ils jugent remis en cause. Quand ils sont rentrés dans la fonction publique, le contrat, limite le contrat moral, il était, tu rentres dans la fonction publique, tu as un certain niveau de salaire qui, pour certains, est moindre que dans le privé. Par contre, ton statut reste calme, figé, à longue durée. Or là, c'est un événement inédit qui n'est jamais arrivé en France, où les 2 structures, les 2 collectivités n'existent plus, et on en crée une 3e avec tout qui change. Donc pour eux, certes, ils ne sont pas délocalisés à Shanghai ou à Moscou, mais c'est quand même comme une cassure de leur contrat d'origine. FO a toujours été vent debout contre cette fusion. Maintenant, le but du syndicat est simple, en limiter les effets négatifs. Des différences existent entre les agents de Bourgogne et ceux de Franche-Comté. Pour FO, il faut simplement harmoniser par le haut. Les régimes indemnitaires, c'est par le haut. Les acquis sociaux, c'est par le haut. Pourquoi on irait par le bas? Il n'y a aucune raison. Nous, on est des salariés, on est des agents de la collectivité, chacun, on a une vie, on a investi, on a des crédits, on a tout ça. Pour quelle raison on baisserait nos indemnités? Alors que les élus, eux, s'augmentent de 20%. J'insiste là-dessus. C'est une provocation que nous, on peut pas accepter. Peu d'informations, lenteur de la mise en place, incertitude. Pour FO, c'est fait exprès. Le conseil régional distille petit à petit les informations pour éviter qu'il y ait le feu dans la maison. Voilà, clairement. Parce que vous pensez que le flou est entretenu? Bien sûr que le flou est entretenu. À l'étage de la direction, forcément, autre vision de la nouvelle organisation. Valérie Châtel est directrice générale des services. Entre autres, elle gère le personnel. Elle comprend le malaise, mais elle veut positiver. Ces périodes, effectivement, qui peuvent provoquer de l'inquiétude parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on travaillera ou si on doit changer de responsable hiérarchique, se mêlent aussi d'envie d'apporter quelque chose, de voir changer les choses. Ça, c'est votre vision optimiste des choses. J'ai une vision optimiste des choses et je pense qu'on a intérêt à le porter parce que c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer des collectivités, pas plus que n'importe quelle structure, qui soit purement statique. On essaie de conduire un changement qui est un changement progressif et le moins violent possible. C'est-à-dire, il faut accompagner les personnes. On est convaincu que ce sont les compétences des personnes qui font la qualité du travail et que donc derrière,
S'il y a quelques situations où il faudra effectivement suivre individuellement des personnes, nous mettrons en place le suivi individuel qui sera nécessaire. Valérie Châtel est une ancienne DRH, directrice des ressources humaines. Il fallait bien ce genre de profil pour essayer de mettre de l'huile dans les rouages. D'autres aiment jeter de l'huile sur le feu. Eh ben, on y va alors. On voit Jean-Louis Fousseret et François Rebsamen, les deux maires socialistes de Besançon et Dijon, prendre le TER entre leurs deux villes. Mais ça, c'était avant l'affaire du tribunal de commerce spécialisé, promis à Besançon et finalement donné à Dijon. Vous comprenez maintenant notre effarement, notre surprise de voir dimanche, moi totalement par hasard, sans avis, sans échange, sans rien, que le décret, effectivement, venait d'être publié au journal officiel, 28 février, avec tout simplement Besançon remplacé par Dijon. Le tribunal de commerce spécialisé s'occupe des entreprises de plus de 250 salariés et d'au moins 20 millions de chiffre d'affaires. Il ne traite que quelques dossiers par an, mais c'est un symbole tellement fort que François Rebsamen aurait manigancé jusqu'à l'Élysée pour l'obtenir pour Dijon. Il y a des jeux d'influence, j'appelle ça des intrigues de palais, et puis des méthodes que je ne voudrais pas qualifier. J'avais entendu dire que c'était parce qu'il y avait une république des copains. J'aime pas qu'on dise des choses comme ça. Moi, je veux une république effectivement irréprochable. Est-ce que vous avez dit qu'ils avaient des comportements de gougnafier il y a 2 jours? J'ai dit, vous savez, c'est des trucs un peu de, comme on dit, il faut pas se comporter comme des goujats. Je n'accepte pas qu'on nous traite de demeurer. Moi, je n'emploie pas les mots du capitaine Haddock. Simplement, des fois, il faut pas me chercher. Voilà. Vous vous sentez méprisé? D'une certaine façon, pas moi. C'est pas Jean-Louis Fousseret, c'est pas important. Mais au-delà, quelque part, oui, c'est une forme de mépris vis-à-vis des francs-comtoises et des francs-comtois. On ne lèse personne en faisant ça. L'environnement est à Besançon, le super rectorat est à Besançon, la directe est à Besançon. Donc voilà, simplement, il ne faut pas se plaindre tous les jours. Dijon en locomotive et Besançon à la remorque. Dijon est devenue la capitale de la nouvelle région. Besançon, capitale de l'ancienne Franche-Comté, est sur la défensive. Et puis, dans les deux anciennes régions, beaucoup de peur, d'angoisse. La fusion Bourgogne-Franche-Comté n'est pas une affaire qui roule. Ça grince, coince, crisse, se crispe. Ne pas faire fausse route, penser à l'équilibre entre tous les territoires, Dijon et Besançon, mais aussi les petites villes, les zones rurales. Construire cette nouvelle région passe maintenant par une étape importante, le budget. Il est 6h30 ce matin-là. 4 conseillers régionaux socialistes se sont donné rendez-vous à Besançon. Ils vont au conseil régional à Dijon ensemble. En route parce qu'on soit à 8h là-bas. Le covoiturage, c'est bon pour économiser le carburant et ses forces aussi. En effet, la journée s'annonce longue. Aujourd'hui, on va parler gros sous. À l'ordre du jour, le vote du budget. C'est un moment clé de cette première année de mandat. Je suis heureuse de cette étape parce qu'il fallait le faire en 3 mois, d'additionner ces 2 budgets. Puis c'est un peu le point de départ du vrai travail. C'est un budget dans une plus grande région, c'est un budget qui prépare de nouvelles compétences que l'on va prendre. Un peu le trac ? Ah non, vous me voyez. Ah, même pas peur. Le premier budget de cette nouvelle grande région, est-ce que vous avez un peu le trac? Ah non, parce qu'on a totalement préparé. Vous maîtrisez tout? On maîtrise tout. Merci de rejoindre votre place. Tout est maîtrisé? Pas vraiment en fait. Marie-Guy Dufay commence à peine son discours, elle évoque le mouvement Nuit debout. Dehors et debout. Quand justement, stupéfaction, brouhaha, flottement. Ce n'est pas très honnête de votre part. Ce n'est pas honnête du tout. Et vous voyez là, je n'ai pas du tout envie de vous donner la parole dans ces conditions. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. De l'ordre. Ce n'est pas vous qui faites la loi dans cette assemblée. Je suis désolée. Ce n'est pas acceptable. Retrait de la loi travail, ni amendable, ni négociable.
revenir après l'expression budgétaire. Et là, nous vous entendrons pour une prise de parole de 10 minutes de votre part. Ce qu'il faut, madame, c'est surtout pas leur donner la parole dans cette enceinte. C'est un coup de force, ça s'apparente à des coups d'État, ces affaires-là. Donc moi, je vous demande de faire intervenir la police, de les évacuer, et je n'accepterai pas qu'on les laisse parler dans cette enceinte qui est une enceinte réservée à des élus. La parole publique est chassée par les fascistes. Les manifestants, sortis par la police, ne reviendront pas. Après cette interruption de séance, le débat budgétaire peut vraiment commencer. Vous avez arnaqué les Français d'une manière absolument odieuse en essayant de leur vendre que la fusion des régions allait être source d'économie. Vous êtes dans la caricature des socialistes, vous incarnez cette caricature du gaspillage, des hausses de dépenses de fonctionnement. Il est hors de question de faire des économies sur les services rendus aux habitants, que ce soit par les stages pour les demandeurs d'emploi, que ce soit les dotations de fonctionnement des lycées, que ce soit les dessertes TER. Tout cela, c'est du fonctionnement. Et j'entends l'opposition me dire il faut faire des économies sur le fonctionnement. Je ne veux pas faire d'économies en direction des habitants. Déjà, en début d'année, les élus de la majorité ont voté une augmentation de 20% de leurs indemnités conformément à la loi. Un conseiller régional perçoit 2 509 € bruts. Un vice-président 3 193 et Marie-Guy Dufay 5 512 €. Autre augmentation décidée par la majorité, celle de la carte grise. Le cheval fiscal coûtait jusqu'à maintenant 51 € en Bourgogne contre 36 en Franche-Comté. Proposition, le faire passer à 51 € pour la nouvelle région. La droite et le Front National s'opposent à cette hausse. Ils veulent une harmonisation par le bas, pas par le haut. Pour que chacun comprenne bien, pour une 308, ça fait quand même une hausse de 75 €. 75 €. Ben je vous redis que cette hausse qui fait de nous la deuxième région française la plus chère pour les cartes grises est inacceptable. Non seulement on ne fait aucune économie, mais on augmente les dépenses. Et puis comme on sait qu'en 2017, on n'aura plus assez d'argent pour faire le budget, on décide en même temps d'augmenter de 17 millions la carte grise des francs-comtois. Et c'est donc les francs-comtois qui vont payer, avec l'augmentation de la carte grise, le déficit de 2017 lié à la baisse des dotations de l'État. Je veux une région ambitieuse, il faut quelques moyens. Et le seul levier fiscal que nous avons, c'est celui-là. J'ai fait un choix, c'est la responsabilité politique. Je l'assume. Arrêtons le montant du budget primitif 2016 à 1 557 151 973,61 €. Qui est contre? Donc, les Républicains, le Front National. Qui s'abstient? Personne. Qui vote pour? Le reste de l'Assemblée, c'est-à-dire la majorité. Sans surprise, le budget est donc adopté par les 51 conseillers régionaux de la majorité. La droite et le Front National ont voté contre, avec presque les mêmes arguments. On est dans la caricature socialiste, c'est-à-dire politique de la ville, vivre ensemble, c'est toujours le même verbiage, augmentation de la taxe sur les cartes grises, sur les certificats d'immatriculation. Donc voilà, j'ai rien vu de transcendant dans ce nouveau budget. Moi qui siège depuis un certain nombre d'années au Conseil régional, on est dans la continuité de la gestion de Marie-Guy Dufay. Et puis il n'y a pas d'économie, vous le voyez bien, aucune économie. Les charges à caractère général vont augmenter. Elle nous a même avoué que si elle pouvait, elle aurait pris encore plus de personnel. Alors que chacun sait bien, et toutes les régions le font, c'est débaisser les dépenses de fonctionnement et puis mettre le paquet sur l'investissement et sur l'emploi et sur la formation. Emploi, développement économique, aide aux entreprises, ces mêmes mots résonnent souvent au Conseil régional. L'économie de Bourgogne-Franche-Comté va mal. Dans le paysage économique de notre région, l'industrie est en pleine crise. Délocalisation, désindustrialisation, suppression d'emplois. Entre 2008 et 2015, l'industrie de Bourgogne-Franche-Comté a perdu 32 000 salariés et l'hémorragie se poursuit en 2016. Des entreprises en danger font la une de l'actualité. Entre 3 et 5 000 personnes venues dire non à la fermeture de l'usine Alstom.
Alstom, c'est l'ADN de Belfort. Vouloir nous l'enlever, c'est nous arracher une partie de nous-mêmes. On est sur un site qui est plein de compétences. Donc je dis qu'il faut faire vivre ces compétences et qu'on oublie la logique financière. Les employés de Logo manifestaient en début d'après-midi devant leur usine pour défendre leur emploi. Les 180 salariés de la lunetterie Logo restent mobilisés. Ils espèrent tous que l'activité de l'usine sera maintenue. Alia vient d'annoncer la fermeture de son site de production de Digoin. Alia Digoin, c'est une institution depuis près de 100 ans. Ici, on fabrique de la faïence pour salle de bain. Pour moi, c'est une trahison parce que tout a été fait pour que le site ferme en fait. Pourtant, dans notre région, toujours la plus industrielle de France, 170 000 personnes travaillent encore dans ce secteur, soit un salarié sur 4. Alstom à Belfort, Logo à Morée, Alia à Digoin. Mais que peut faire le vice-président chargé de l'économie ? C'est une thématique qui est très complexe parce qu'elle ne dépend pas que du pouvoir de la région. Elle dépend de décisions très portées. Le pouvoir, vous l'avez ou vous ne l'avez pas ? On l'a, mais je pense que je ne veux pas faire comme d'autres ont dit, en matière économique, on n'a pas tous les pouvoirs. On est là pour accompagner des entreprises. Et quand je parle des décisions qui sont prises par des dirigeants, il y a des actionnaires. Oui, vous avez quand même peu de pouvoir coercitif. Peu, effectivement. Mais c'est malheureux de rentrer dans l'économie régionale par ces dossiers, parce que par ailleurs, il y a beaucoup de domaines qui, heureusement, sont plus positifs, quoi. Création et immobilier d'entreprises, exportation ou encore formation, la région gère l'économie. Les chefs d'entreprise, pour la plupart d'entre eux, ignorent les compétences des collectivités territoriales, mais ils savent une chose, elles leur coûtent cher en impôts et en taxes. Le sentiment qu'ils ont, c'est que il faudrait qu'il y ait un peu plus de recherche systématique d'économie dans le fonctionnement de ces entités à tous les niveaux, de telle sorte qu'il y ait moins de poids de la fiscalité locale sur les entreprises et surtout une fiscalité plus compréhensible. Pour l'instant, on attend. J'ai l'impression qu'il se passe des choses, mais on ne sait pas très bien quoi. La problématique des entreprises, c'est d'être sûr que les collectivités locales travaillent en cohérence et que dans l'ensemble, il y a une recherche d'économie. Les chefs d'entreprise formulent une autre demande, mieux adapter les formations à leurs besoins. C'est la région qui est responsable de la formation professionnelle. Et depuis plusieurs années, les entreprises peinent à recruter du personnel qualifié. On a d'un côté un niveau de chômage qui est très élevé et qui est un véritable problème social et économique en France. On a également beaucoup d'argent investi dans la formation professionnelle avec un plan extrêmement important mis en œuvre déjà en 2016. Et dans le même temps, les entreprises n'ont pas l'impression que ces formations correspondent à leurs besoins et qu'elles ont toujours autant de mal à trouver des emplois. Et ceci est vrai dans tous les secteurs d'activité d'une façon surprenante. Martial Deveau fait le même constat. Le directeur du site Stanley à Besançon ne trouve pas de salariés formés. Alors il organise lui-même, en interne, leur mise à niveau en CQPM, comprenez en certificat de qualification paritaire de la métallurgie. Il y a des gens qui veulent travailler, qui sont motivés, etc., puisqu'on en a régulièrement. Mais par contre, on est obligé de les amener à un niveau de formation qu'on ne trouve pas aujourd'hui sur le marché de l'emploi. On prend des jeunes qui sortent soit du bac, soit même d'un bac pro ou un CAP, etc. Et on les prend chez nous, on les forme sur 6 mois de temps, 2 jours par semaine. Donc 2 jours où ils travaillent au poste sur lequel ils seront plus tard, et en même temps, 2 autres jours, ils font une formation CQPM. Est-ce que ces jeunes, vous les embauchez ? Oui, 99% sont embauchés. Améliorer la carte des formations, soit. Encore faut-il trouver des jeunes qui veuillent travailler dans ces secteurs d'activité. Il va falloir que la région adapte ses outils de formation à des besoins plus spécifiques des territoires. Mais il faut aussi attirer le public. Parce que c'est vrai qu'on est une région très industrielle, mais pas seulement. Il y a de l'agriculture, il y a du bâtiment, etc. Et on voit bien qu'on a quand même des métiers en tension. Il faut qu'on puisse faire envie d'aller travailler, d'être soudeur, d'être fraiseur, de retravailler sur des métiers comme ça. Donner envie, c'est l'objectif de ce spot du Concert régional de Franche-Comté et diffusé dans les salles de cinéma de la région en 2013. La région Bourgogne-Franche-Comté est une région industrielle, agricole également.
On recense dans notre région 43 000 agriculteurs et 28 000 exploitations. Ce secteur est lui aussi en pleine tourmente. Aucune production n'est épargnée. Crise des céréales, crise du lait, crise de la viande. Pourtant, des filières d'excellence existent. Les paysans bourguignons et franc-comtois sont très fiers de 2 races bovines. On compte 465 000 charolais pour 7 600 éleveurs et 270 000 montbéliardes pour 4 500 éleveurs. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour madame. Je vous présente l'éleveur charolais. Alors là, vous êtes dans le Morvan. La spécificité. Ah là, on est dans le Morvan. Là. Si vous passez la rivière, on est dans l'Auxois. Ah bon, d'accord. Alors vous dites Morvandio ou bien Auxerrois? On est des Morvandio, je dirais. Sophie Fonkerny, vice-présidente à l'agriculture, exploite une ferme laitière dans le Doubs. Ici, elle est accueillie par Laurent Choublet, éleveur de charolais. Il possède 400 bêtes et il n'a pas le moral. Puis alors la crise bovine là, qui affecte toute la filière, qu'est-ce que ça veut dire pour votre exploitation concrètement? Concrètement, ça veut dire qu'en gros, on va travailler pour rien, quoi. Si ça continue, nous, on est obligé de dégager. On a un gars à 3, où on va dégager une misère, quoi, chacun, quoi. Et donc là, ça devient pas facile à tenir le choc parce que le prix de la viande s'est cassé le nez. On vendait des vaches l'année dernière au prix de 4 €, quoi. Et puis aujourd'hui, on arrive à des 3,40, 3,50 dans de la vache très correcte. Laurent, ses fils et son épouse, ils élèvent des vaches charolaises pour faire un beefsteak de qualité. Et ça a un coût. Et aujourd'hui, on ne peut pas avoir de l'herbe verte en Bourgogne-Franche-Comté, des paysans avec des contraintes financières, des contraintes agro-environnementales et pas avoir le prix. Le charolais, fleuron de la race à viande, ne se vend pas plus cher qu'une vache montbéliarde réformée. Et là, c'est difficile à avaler. La vache à lait, c'est son issue finale, mais disons que son issue, c'est déjà de faire du lait. Après, elle finit en steak caché ou tout ça. On ne peut pas comparer ces 2 viandes-là. Donc c'est la guerre entre vous? Non, c'est pas du tout la guerre. Simplement, nous, ce qu'on regrette, éleveurs de charolais, c'est qu'on voudrait quand même valoriser notre viande un peu plus cher qu'une montbéliarde. Mais ça, c'est pas du parti pris. J'ai rien contre une montbéliarde. Et si on arrive à se tenir la main et puis se défendre chacun dans l'objectif qu'on s'est fixé, on sera forcément plus fort. On peut trouver des programmes communs de recherche et là, pour le coup, faire des économies. Au lieu de faire des programmes de recherche, un en Montbéliard et un en Charolais, pourquoi pas imaginer un programme de recherche commun sur des points communs ou tout au moins sur des équipes d'ingénieurs communs. On est dans la société où on va très très vite dans l'info, mais on ne sait pas ce qui se passe chez son voisin. Donc l'opportunité de Bourgogne-Franche-Comté, c'est de rassembler ces territoires, cette agriculture, et pour moi, c'est créer des synergies dans l'agriculture, comprendre les points forts de la Franche-Comté et de la Bourgogne, et en faire vraiment une réelle opportunité pour l'élevage. Face à la mondialisation et à la grande distribution, quel rôle et quel pouvoir pour le nouveau conseil régional? C'est sûr qu'on ne peut pas intervenir dans les négociations avec les grandes surfaces, par exemple, ou sur les prix mondiaux. Mais par contre, on peut faire des choses très intéressantes au niveau des filières. Quand vous voyez ici la filière charolaise, qui est très peu différenciée du reste de la viande, de la consommation de viande en France, c'est quand même dommage. On voit bien qu'il y a quelque chose à travailler pour monter, non pas en qualité, mais en reconnaissance, cette viande de charolais. Donc c'est ça qu'on va travailler cet après-midi. Cet après-midi-là, à Dijon, des représentants des 2 filières, charolais et montbéliarde, se rencontrent au conseil régional. Chaque année sont exportées 14 000 montbéliardes et autant de doses d'insémination artificielle pour un total de 2 millions d'euros. On a toujours été aidé au niveau du conseil régional Franche-Comté. On a toujours estimé que, vu les résultats qu'on avait dans notre race, c'était une aide qui leur apportait un juste retour, puisque quand on nous donne 100 000 euros de subvention et que ça permet de ramener 2 millions d'euros dans la poche des éleveurs, je pense que c'est un bon investissement. Donc nous, on souhaiterait être toujours accompagnés au niveau de la grande région sur ces montants. Et puis en plus, après, sur le salon d'agriculture, qui est quand même une vitrine
des races sur l'international, qu'on soit aidé, c'est un peu le but de la région aujourd'hui. Notre jury va commencer. Décision concrète prise ce jour-là au Salon de l'Agriculture à Paris. Charolais et Montbéliarde feront stand commun. Crise industrielle, crise agricole. Derrière ces mots, des hommes et des femmes qui perdent leur emploi, n'arrivent plus à vivre de leur travail. De l'urgence économique, sociale, toujours de l'urgence. Et une région qui semble naître si difficilement, si lentement. Retour à Besançon dans le bureau de la présidente. Rituel quotidien pour Marie-Guide Dufay, lire la presse régionale et nationale. Bonjour, ça va? C'est la presse ce matin, c'est pas trop mal. Vous la lisez tous les matins? Tous les matins, oui. C'est important ce qu'on dit de vous, de la région? Oh, de moi, non. De moi, ça me... Non, c'est pas moi. C'est ce qu'on dit, c'est la façon dont effectivement tous les déplacements sont rendus compte, comment notre action est lisible ou ne l'est pas. Ça me permet effectivement d'ajuster les choses. Et tout ça, c'est de la com', hein? Non, pas que. Non. Je tombe sur cet article, le très haut débit est primordial, avec des déclarations de conseillers départementaux. Allez. Les départements ont la compétence pour développer le haut débit. La région ne peut leur apporter qu'un soutien financier. Comme c'est hyper technique, chacun y va de son explication. Mais oui, mais il va de son explication non pas en inventant des choses, mais en étant approximatif et puis en cherchant des boucs émissaires. Autour de la table, les deux plus proches collaborateurs de la présidente. Son directeur de cabinet, Rodolphe Dumoulin, et sa directrice des services, Valérie Châtel. Eux mettent en place la fusion des deux régions. Valérie Châtel est arrivée au printemps. Rodolphe Dumoulin était déjà le directeur de cabinet de Marie-Guide Dufay au temps de la Franche-Comté. Le a été renforcé en 2014. On n'a pas à rougir, quoi. Un budget en moins de 3 mois, un nouvel organigramme en moins de 6 mois. J'aimerais bien savoir quelle boîte privée de cette taille-là arrive à le faire et être dans une relative paix sociale. Enfin, je fais un bilan qui est quand même tout à fait correct. Mais on ne peut pas nier le fait que la machine ne peut pas être totalement et immédiatement opérationnelle comme elle pouvait l'être dans les deux anciennes régions. Il nous faut à la fois prendre notre temps pour construire les racines dont cette région fusionnée a besoin. Et puis en même temps, il y a une pression. On veut des résultats, on veut des signes. Les résultats, ils viendront au fur et à mesure du mandat. Nous avons 5 ans pour cela. Ce midi-là, Marie-Guide Dufay reçoit à déjeuner une hôte de marque, Christiane Barret, préfète de Bourgogne-Franche-Comté. Les deux femmes se rencontrent régulièrement. Marie-Guide Dufay l'a invitée aussi, elle n'y était pas obligée par la loi, à la première CTAP, Conférence territoriale de l'action publique. En fait, une rencontre au sommet dans la salle Edgar Faure où se tenaient les sessions de feu, le Conseil régional de Franche-Comté. Bienvenue les uns et les autres donc à cette... Ici, tout le monde est président d'agglomération, de département, d'associations de maires ruraux. Ces hommes et ces femmes, de droite et de gauche, dirigent des exécutifs. Est-ce qu'on sent des rapports de force entre les différents niveaux de collectivité ? Je ne le dirais pas comme ça, ce n'est pas des rapports de force entre les collectivités, c'est des interrogations pour que chacun soit reconnu, en fait. Hein, on voit bien, alors il y a les urbains, il y a les ruraux, il y a les communes, il y a les intercos, il y a les départements, il y a la région. Donc voilà, chacun souhaite évidemment qu'il soit reconnu, puisque après tout, la Constitution et le législateur les reconnaissent. Donc après, pour que chacun trouve sa place. En fait, la discussion, c'est comment je trouve ma place. Si je ne me trompe pas de bureau, je crois... Une histoire de place. Jacqueline Ferrari a bien du mal à trouver la sienne au sein de la majorité régionale. Un café-débat a été organisé sur les Center Park, un dossier sensible. Cet élu écolo-démocrate n'a pas été invité, d'où sa colère. Pour ce café-débat, j'ai été, pour moi, oubliée. Oui, et j'ai trouvé ça dommage. Franchement dommage. Donc je me suis dit, il faut quand même que je mette les pieds dans le plat. Et puis, j'ai quand même beaucoup échangé avec Jérôme Durin. On est sur la même longueur d'onde, franchement. Et là, aujourd'hui, je peux dire, nous nous sommes compris.
Et vraiment, on a avancé. Et comme je lui ai dit, hein, c'est dans l'unité, hein, dans le rassemblement, qu'on peut avancer. C'est ce qui permet de construire. Il faut effectivement avoir le soin de tout le monde. Et il faut toujours avoir le souci de rassembler. Vous avez besoin d'elle et besoin de tout le monde parce que vous n'avez quand même que 51 conseils régionaux. On a besoin de tout le monde. Ça va nous obliger à être bon, à être dense et à être clair sur ce qu'on veut faire. Donc c'est plutôt finalement une contrainte qui est positive. Pas facile pour les départements. Jérôme Durin, président du groupe majoritaire, est un proche de Marie-Guide Dufay. Elle s'appuie aussi sur un autre bourguignon, Michel Neugnot, son premier vice-président. La majorité a tangué lors de la répartition des directions régionales entre Dijon et Besançon. Après le choix de l'État, Dijon comme capitale régionale, Marie-Guide Dufay a proposé pour Dijon l'environnement, l'agriculture, les transports, l'enseignement supérieur et la culture. Et pour Besançon, l'économie, les lycées, la transition énergétique, la formation professionnelle et le siège du conseil régional. Cette décision, comme l'augmentation des indemnités des élus ou de la carte grise, ne faisait pas l'unanimité dans la majorité. Pour un peu dédramatiser. Sur chacun de ces 3 points, il n'y avait pas consensus au début. Et il y a eu du temps de débat. Et au bout du compte, on a pu faire voter une majorité de façon claire et cohérente. Et avec une majorité qui a assumé ces choix difficiles. Donc quand on a assumé ça, moi je pense qu'après on est capable d'avancer, ça donne de la force au collectif. Une majorité forte, voire invincible, c'est à voir. Le plan de mandat, c'est-à-dire le programme pour les 4 prochaines années, est élaboré. Le budget 2017 doit être voté le 13 janvier. La région aborde déjà son 2e hiver. La fusion Bourgogne-Franche-Comté est faite sur le papier, administrativement. Sur le terrain, entre services et entre professionnels, c'est une autre histoire. Et puis, pour qu'elle se réalise dans les cœurs, combien faudra-t-il d'années ? Allez, on arrête les comparaisons, les chez nous c'est mieux que chez les autres. À chacun ses grands monuments incontournables, Vézelay, Ronchamp, ses grands écrivains géniaux, Colette, Victor Hugo, ses grands sites magnifiques et ses grands crus sublimes. Autant les associer, non ? Bonne santé. Justement, notre voyage prend fin à la foire gastronomique de Dijon. Alors vous allez apprécier tout au long du repas c'est notre mariage aujourd'hui avec Johan. On a marié dans le menu la Bourgogne et la Franche-Comté. Donc tout au long du menu, dans chaque plat, il y aura une association de produits. 2 chefs ont décidé de s'unir pour le meilleur et pour le meilleur. Et le mariage fonctionne bien entre vous deux, oui ? Ça va, on s'engueule pas trop. Ah. Ça fait un moment que ça dure. On est dans les noces d'argent, là, déjà. Johan Chapuis, chef bourguignon à gauche, Romuald Fassenet, chef franc-comtois à droite. Ils ont l'habitude de travailler ensemble et pour le mariage de leurs 2 régions, ils mettent les petits plats dans les grands. Là, c'est l'huile de moutarde qui est faite par un tout petit producteur qui est dans le Morvan, qui est Emmanuel Boissard, et qui fait une huile avec du son de moutarde. Avec le condiment moutarde, il fallait trouver un mariage juste, le vin jaune. Parce que cette puissance aromatique, la puissance du vin jaune avec le peps de la moutarde, ça fonctionne. Là, si on ne fait pas attention, en fait, c'est la moutarde qu'on porte tous. C'est comme si la Bourgogne écrasait la Franche-Comté, quoi. Et ça, on n'est pas d'accord. Ah non, parce que maintenant on est ensemble, on ne peut plus le dire. Table 5, on enlève. L'escarbœuf, donc farci girolles et escargots. D'accord, ok. Une croquette que d'escargots. Okay. Et on sert un bouillon de bœuf au trousseau et un petit peu de poivre de Sancho. Ah, si seulement la fusion entre la Bourgogne et la Franche-Comté pouvait être aussi réussie que le mariage du Sandre et des Gaudes. Aussi efficace que les noces du Charolais et d'un bouillon de trousseau. Et aussi souriante que l'association de Johan le Bourguignon et de Romuald le Franc-Comtois. Ah, si seulement.